Bonjour chère communauté francophone et francophile, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Jamais sans mon pantalon de kawaii en Colombie-Britannique ». Mais non, c'est pas vrai. On verra qu'il y a dans la province des régions avec un climat semi-aride. La vidéo s'intitule « Où habiter en Colombie-Britannique » et fait suite à une question qui a été posée dans le groupe Facebook S'immerger en Colombie-Britannique Canada et la personne demandait « Quel est le meilleur endroit où vivre dans la province ?» Question tout à fait légitime. Et on lui a répondu « Mais quel est le meilleur endroit par rapport à quoi ?» Et c'est ce petit « par rapport à quoi » que je te propose d'étudier aujourd'hui. L'objectif du contenu qui va suivre est de t'aider à trouver le meilleur endroit pour vivre dans la province pour toi et uniquement pour toi. À l'image d'un artisan, nous allons parcourir de nombreux outils qui vont te permettre de devenir le bâtisseur de ta nouvelle vie britanno-colombienne. Ton programme est le suivant. Première partie, le rêve de Vancouver. Alors plutôt illusion, fascination, un petit peu des deux. Deuxième partie, l'exploration des cartes. Si comme moi, tu aimes la cartographie, reste bien accroché, on va se régaler en toute objectivité. Troisième partie, le dessous des cartes. On va laisser l'objectivité de côté pour se plonger dans plus de subjectivité, car je sais que tu es à la recherche de témoignages, de retours d'expérience. Et crois-moi, ces petites cartes, les coquines, ne nous disent pas tout. Partie 1. Le rêve de Vancouver. On mérite tous de rêver, et notamment de rêver de Vancouver, car la ville a bien des atouts. Certains rêvent de son mode de vie sea to sky, de ses paysages marins, de ses paysages montagnards, de sa faune marine ultra abondante, de sa faune terrestre fascinante. D'autres encore rêvent d'y mener une carrière dans l'industrie du cinéma. D'autres encore sont fascinés par son statut de ville verte, voire une des villes les plus vertes du monde. Les Canadiens de l'Est la convoitent pour son climat doux toute l'année et troquent leur costard-cravate pour des tenues beaucoup plus décontractées dans le cadre du mode de vie very slow de Vancouver. Comment le rêve de Vancouver m'est parvenu? Un jour, j'avais 20 ans et j'ai vu dans un kiosque un magazine dont le titre principal parlait de Vancouver comme étant la ville offrant la meilleure qualité de vie au monde. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi, moi, j'ai pas le droit de vivre dans la ville offrant la meilleure qualité de vie au monde? Alors certes, à 20 ans on est naïf, mais on a aussi beaucoup d'intuition. Ma vie s'est poursuivie et je n'ai jamais couru après ce rêve de Vancouver. Aujourd'hui, en y repensant, je me dis peut-être que la lecture de ce magazine, c'était un signe du destin, me montrant quel allait être le chemin des années qui allaient suivre. Alors si tu me poses la question, est-ce que Vancouver est réellement fascinante? J'ai envie de répondre oui. Oui, c'est une ville qui, moi, me fascine. Comme on le sait, il y a des problèmes, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, notamment le coût de la vie. Ici, je t'ai mis une vue de Grouse Mountain. Grouse Mountain, c'est une des 3 stations de ski qui dominent Vancouver. Et je peux te dire que faire du ski, des raquettes, quelle que soit l'activité d'hiver au-dessus du Pacifique, c'est absolument magique. Un mot tout de même sur la recette de la verdisation de Vancouver. Le projet a été développé par le maire de l'époque en 2009, qui a voulu faire de Vancouver la ville la plus verte du monde d'ici 2020 avec le projet Greenest City 2020. Et aujourd'hui, Vancouver souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Aujourd'hui, donc en 2024, Vancouver n'est pas la ville la plus verte du monde, mais elle fait partie du top 10. Et par exemple, elle a l'aéroport, le
plus vert du monde. Ce projet a fonctionné car il y a un haut niveau d'acceptabilité de la population. Il y a une prise de conscience écologique des entreprises et puis un consensus politique. La mutation de la ville s'est illustrée par des nouveaux bâtiments bas carbone, l'intégration de parcs naturels, le développement d'une économie plus verte qui est fondée sur des procédés de fabrication et des matériaux de construction plus durables. Tout cela est toujours en forte progression. On peut aussi parler du développement des pistes cyclables, avec pas de développement autoroutier, on va dire, outrancier, mais ça, je vais en reparler. Bref, comme on l'a vu, c'est une ville qui a beaucoup d'atouts. Follow, follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Partie 2, l'exploration des cartes. Alors oui, je sais, hein, en Colombie-Britannique, il n'y a pas que Vancouver, et c'est ce qu'on va voir. On commence par un peu de géographie. Alors, déjà, la situation de la Colombie-Britannique, pour mettre tout le monde d'accord, c'est la province qui est située le plus à l'ouest du Canada. Elle est longée par l'océan Pacifique, bordée au nord-ouest par l'Alaska, au nord par le Yukon et les territoires du nord-ouest, à l'est par la province de l'Alberta, et au sud par les États-Unis, donc avec les États de Washington, l'Idaho et du Montana. La Colombie-Britannique couvre environ 944 000 km². Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une taille qui est comparable à la France et l'Allemagne combinées. Donc, est-ce que tu imaginais que c'était aussi vaste ? Ou alors, on peut dire que c'est 2,5 fois la taille de l'Allemagne, d'après le site comparéa.org. C'est aussi, d'après l'intelligence artificielle, 4 fois la taille de la Grande-Bretagne et 2,5 fois celle du Japon. Elle est plus grande que n'importe quel État des États-Unis, à l'exception de l'Alaska. La province est dominée par des chaînes montagneuses recouvertes de vastes forêts, tandis que ses côtes sont découpées par de nombreux fjords qui abritent des eaux profondes. Les îles sont particulièrement nombreuses et l'une d'entre elles, donc l'île de Vancouver, a une très grande superficie qui est plus grande que la Belgique. La forêt représente 63% du territoire, d'après le site de l'Encyclopédie canadienne, et les eaux douces représentent 2% du territoire. On dénombre 861 lacs en Colombie-Britannique. On continue avec la situation géographique. Est-ce que tu savais que la plupart des provinces canadiennes étaient situées au nord de la 49e parallèle, à l'exception du sud de l'île de Vancouver et de Victoria, et du sud de l'Ontario et des Grands Lacs? Qu'est-ce que ça signifie de vivre au nord de la 49e parallèle? Alors, j'ai essayé de te trouver une explication qui est souvent relatée par les diététiciens, les naturopathes canadiens. Et la problématique, c'est la vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble qui est absorbée par la peau à la suite d'une exposition directe au soleil, de la consommation d'aliments riches en vitamine D et de suppléments, donc comme les compléments alimentaires. Lorsque tu exposes tes bras et tes jambes à la lumière directe du soleil entre mai et septembre au Canada, ta peau peut absorber une quantité importante de rayons UVB qui se transforment en la forme active de la vitamine D3. Cependant, le fait de vivre au nord de la 49e parallèle limite la capacité de notre peau à absorber la vitamine D à partir des rayons UVB la plupart des mois de l'année. Le soleil doit être au minimum à 50 degrés ou plus au-dessus de l'horizon pour que le soleil commence à synthétiser la vitamine D dans notre peau. Ainsi, même si ton visage est exposé lors d'une journée froide et ensoleillée en hiver, les faibles rayons du soleil empêchent l'absorption de la vitamine D. Donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu vas rapidement comprendre pourquoi les Britanno-Colombiens y partent au Mexique l'hiver et tu finiras par faire pareil.
Les régions physiographiques. La Colombie-Britannique est divisée par 2 des 7 régions physiographiques du Canada. Ces régions sont la cordillère et les plaines intérieures. La vaste majorité de la province, comme on peut le voir, se trouve dans la région de la cordillère, en jaune sur la carte, alors que le coin nord-est fait partie des plaines intérieures en rose sur la carte. Voyons un petit peu plus en détail la cordillère. Déjà, une cordillère, c'est un système de chaînes montagneuses, souvent parallèles, incluant des plateaux intermédiaires, des vallées et des plaines. En Colombie-Britannique, on y trouve des plateaux élevés, des prés, des fjords, des vallées, des champs de glace. Et également, dans cette région, on va trouver les conifères les plus vieux du Canada. Concernant les principales industries, on aura la foresterie, la pêche, l'hydroélectricité, les vergers et les vignes. Également, cette région des cordillères est composée de plusieurs chaînes de montagnes, appelées Mountain Ranges, dont les Rocheuses, à l'est, à la frontière avec l'Alberta, la chaîne côtière, qui borde le Pacifique. Et ces chaînes sont le résultat de la collision entre les plaques tectoniques nord-américaines et pacifiques, qui a joué un rôle crucial dans la formation de ces montagnes. Alors, quelques mots sur la chaîne côtière. Cette chaîne de montagnes, elle s'étend sur environ 1600 km. Alors, elle part de la vallée du Fraser, au sud de la province, et elle va jusqu'à la limite nord, donc au sud-ouest du Yukon. Les Rocheuses canadiennes, donc elles s'étendent de la frontière des États-Unis jusqu'à la rivière Liard au nord. Elles comprennent des sommets célèbres tels que le mont Robson et le mont Columbia. Mais on a aussi la chaîne de montagnes Columbia, donc qui est au sud, à l'est de la région de l'Okanagan. Donc les montagnes Columbia, elles sont situées en fait entre la chaîne côtière et la chaîne des Rocheuses. Elles comprennent plusieurs petites chaînes comme les monts Selkirk, Purcells et Monachees. Ces montagnes sont connues pour les paysages alpins et leurs parcs nationaux. Organisation administrative. J'ai sélectionné 2 cartes qui me semblent intéressantes. La première provient du gouvernement et présente les 8 régions de développement dites économiques. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien que 85% de la population britanno-colombienne habite dans les zones urbaines, avec 60% qui résident dans la région du Mainland Southwest, donc la région de Vancouver au sud-ouest. Malgré tout, il y a une demande de travailleurs partout dans la province. La deuxième carte présente les 27 districts régionaux, donc ces districts sont utilisés lors des élections provinciales. Ce découpage est utilisé pour les élections. On compte 161 municipalités dans la province. Les plus petits districts comptent 4000 personnes et les plus grands jusqu'à 2 millions de personnes. Et les territoires, comme on peut le voir, varient aussi. Les plus petits font 2000 km² et les plus grands jusqu'à 119 000 km². Le climat. En voilà un sujet important pour savoir où poser ses valises. Le climat est important au Canada parce qu'il est inégal et beaucoup de gens, on le sait, choisissent la Colombie-Britannique pour son climat doux et tempéré, en tout cas dans les régions du sud. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont quitté l'Alberta pour profiter de la Dolce Vita en Colombie-Britannique. Et ils trouvent fabuleux de pouvoir marcher sur des trottoirs non enneigés au mois de mai. C'est pour eux une vraie libération, voilà, de vivre sans la neige 6-7 mois par an. Pour te donner un exemple plus concret, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il fait 11 degrés dans le sud de la Colombie-Britannique et moins 20 dans la région de Calgary en Alberta, avec de la neige. Voilà, il est tombé 1 mètre de neige récemment. Donc voilà, mais si tu aimes le froid, la neige et le soleil, parce qu'il y a le soleil en Alberta, la région est faite pour toi. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai trouvé cette carte sur Wikipédia qui me semble assez parlante. Donc elle nous présente les 4 écodomaines. Un écodomaine, c'est un territoire ayant globalement une uniformité climatique.
Alors on a quand même une diversité de climats en Colombie-Britannique. Le climat océanique est le plus représenté, notamment dans les zones habitées. Et on trouve également des climats méditerranéens, semi-arides, subarctiques et alpins. Ce climat de la Colombie-Britannique, il est marqué par deux éléments déterminants, et ça c'est important de le comprendre, les montagnes et la mer. On a les courants d'air océaniques doux et humides qui proviennent du Pacifique et en direction de l'Est. Ils se retrouvent subitement confrontés aux hautes montagnes côtières abruptes qui bordent le littoral. Donc on peut citer comme chaîne de montagnes les Vancouver Island Ranges, les montagnes de la Reine Charlotte et la fameuse chaîne côtière. Bloqués par ces hautes montagnes, les courants d'air océaniques sont forcés de s'élever le long des pentes des montagnes et leur humidité se condense alors sous forme de pluie ou de neige, produisant le climat le plus humide du Canada et les terres forestières les plus productives. Et plus à l'est, les montagnes côtières cèdent la place à ce vaste plateau intérieur. Il y a des montagnes moins élevées, donc la zone en vert sur la carte. L'air du Pacifique qui a été asséché se retrouve alors sous l'influence des masses d'air continentales, produisant ainsi un climat continental avec des températures extrêmes et des précipitations plus marquées. Les climats donc les plus secs se trouvent dans le sud du plateau intérieur, à l'est des montagnes côtières. C'est donc le sud de la vallée de l'Okanagan, avec son climat semi-aride, tu l'auras compris, et d'ailleurs parfois appelé le désert du Canada, où on peut trouver des serpents à sonnettes dans la région d'Ozoyos. Enfin, dans le sud-est, l'air du Pacifique perd à nouveau son humidité, et lorsqu'il s'élève au-dessus des montagnes Columbia et des Rocheuses, crée une zone d'humidité intérieure. Et puis le coin nord-est de la province, qui est formé de plaines légèrement ondulées et qui subit un climat continental froid. On peut dire que globalement, il ne faut pas avoir peur de la pluie quand on vient vivre en Colombie-Britannique, notamment dans les zones les plus peuplées. Mais il faut être reconnaissant de cette pluie parce que c'est grâce à elle qu'on peut contempler des forêts tempérées avec 15 cm de mousse sur les arbres, ce qui est vraiment fantastique. Et puis je pense que c'est aussi intéressant de se pencher sur ce climat de la Colombie-Britannique, qui au final est très peu connu à l'extérieur du pays, parce que les gens qui ne connaissent pas la Colombie-Britannique, pour eux, que tu sois en BC ou en Alaska, c'est pareil. Et ils seront tout étonnés de te voir rentrer tout bronzé au mois de juin. Et ça va commencer à leur faire changer un petit peu d'idée sur la province. Alors ensuite, j'ai choisi cette carte des zones de forte précipitation qui me semblent assez parlantes. Donc on a deux zones en rouge et ces zones montrent qu'elles reçoivent 600 mm ou plus de précipitations entre le 1er octobre et le 30 mai. Voilà, donc rien de plus là-dessus. Une autre carte du site Atlas du climat Canada. Donc je pense que ça c'est une carte qui est intéressante si tu as déjà des lieux en tête mais que tu hésites. Tu peux trouver des informations climatiques sur chaque communauté, c'est vraiment détaillé. Et là, je t'ai mis la ville de Squamish à 45 minutes au nord de Vancouver parce que c'est une des zones les plus pluvieuses de la province. Et tu verras aussi les précipitations qui ont lieu dans le passé et les prévisions futures. C'est ça qui est très intéressant, voilà, pour savoir si comment ça va se passer, tu vois, si tu planifies d'y vivre 5, 10, 15 ans. Et cette carte, malheureusement, nous montre de manière flagrante le réchauffement climatique. Et puis, on entend souvent dire que le Canada, c'est un des pays qui se réchauffe le plus vite au monde. Et l'explication, elle est assez simple. Plus on s'éloigne de l'équateur, plus on va vers le nord, plus les températures se réchauffent rapidement. Quand vous êtes en Arctique,
c'est pas 2 fois plus vite que la moyenne planétaire, parce que c'est ce qu'on dit sur le Canada, c'est 4 à 5 fois plus vite que le réchauffement climatique a lieu. Alors j'ai dit qu'il ne fallait pas avoir peur de la pluie en Colombie-Britannique, mais ce n'est pas tout à fait juste. Il ne faut pas avoir peur des précipitations, car quand il va pleuvoir du côté de Vancouver, il y aura de fortes chutes de neige du côté des Rocheuses, qui peuvent recevoir jusqu'à 9 mètres de chute de neige l'hiver. Donc voilà, c'est plutôt les précipitations en général. Environnement et alerte. Alors là aussi, les cartes qui vont suivre, de toute façon, elles seront toutes répertoriées à la fin de cette partie et elles seront aussi détaillées dans la barre de description de la vidéo. Ce sont des cartes que je vais survoler assez vite, des cartes interactives qui vont apporter beaucoup d'informations en temps réel. La première, c'est la carte interactive des données actuelles sur la qualité de l'air. Donc au moment où j'ai fait cette copie écran au courant de l'automne 2024, on voit que la qualité de l'air, elle est plutôt bonne. Mais quand tu passes dans la saison estivale avec les feux de forêt, tu peux avoir des grosses zones rouges avec des alertes bien spécifiques au danger sur la qualité de l'air. Donc la voilà, la carte interactive des feux de forêt. Donc là, cet automne, il y avait quand même des feux, mais sous contrôle. Tu vois, les petites pastilles vertes. Et pareil, pendant la saison estivale, là, tout passe en rouge. C'est que les feux sont hors contrôle. Donc beaucoup plus inquiétant pour les zones habitées et les populations autochtones. Ici, c'est la carte des dangers du gouvernement. Donc quand tu cliques sur une zone, ça t'indique quel type de danger tu peux rencontrer en habitant dans cette région. Donc ça peut être de l'érosion, des feux de forêt, des inondations, des orages, des tsunamis, des power outages, les coupures de courant, les tremblements de terre. Donc cela diffère suivant les zones. Donc là, c'est une carte informative. Et après, là, on passe donc sur une carte interactive qui t'indique les dangers en temps réel dans ta région. Et quels sont les moyens mis en place voilà, pour pallier à ce danger. Donc là, par exemple, tu as un centre d'urgence qui a été ouvert par une église où tu peux aller voilà, te réfugier si tu fais partie de la population en danger à ce moment-là. Cette carte est très complète parce qu'on a aussi, comme tu peux le voir, la carte des incendies sous une couche. Donc ça permet de couper beaucoup d'informations. Et là aussi, tu peux élargir la carte et voir ce qui se passe aux États-Unis et en Alaska. Et là, ce sont les tremblements de terre, les pastilles vertes et jaunes. Et je la trouve vraiment superbe, cette carte, je l'aime beaucoup. Alors, un petit mot quand même sur ce facteur risque et qu'est-ce que te dit la province lors d'un danger climatique en Colombie-Britannique. Le gouvernement t'encourage fortement à constituer un plan d'urgence personnel. Donc en fait, en ligne, tu peux télécharger le plan et puis tu remplis beaucoup d'informations sur toi, ton médecin, si tu prends des médicaments, etc. Que tu places après dans un kit d'urgence. Donc il faut que tu aies un sac qui soit prêt en permanence avec voilà toutes les petites choses là qui sont affichées sur l'écran. C'est vraiment du bon sens. Et donc c'est une trousse d'urgence, un grab and go bag, donc un sac qui doit être prêt en permanence avec tout ça et ton plan d'urgence à l'intérieur. Et on t'incite aussi à avoir un sac d'urgence dans ta voiture. Donc ça peut paraître un peu anxiogène tout ça, mais sincèrement, je pense qu'il faut s'y atteler, notamment pour les coupures d'électricité, c'est quand même très fréquent. Enfin, moi, j'en ai jamais vécu autant que depuis que je suis ici. L'année avant que j'arrive, les gens de ma région ont été coupés du monde pendant 2 semaines à vivre avec des groupes électrogènes suite à d'importantes inondations.
Et puis quand on voit la taille des arbres ici, voilà, ce n'est pas étonnant qu'au moindre petit coup de vent, il y ait une coupure d'électricité. Quand tu visites un logement, je t'encourage à regarder qu'il y ait plusieurs types euh, de modes de chauffage, comme à la fois un chauffage électrique et un chauffage à gaz. Très important d'avoir différents voilà, systèmes pour se chauffer. Tu peux rester 5 heures sans électricité facilement. Et je pense que cette trousse d'urgence, elle est valable n'importe où tu habites en Colombie-Britannique, même si tu es dans des régions de l'Okanagan qui sont sèches, elles vont être sujettes à beaucoup d'incendies et les évacuations sont très fréquentes dans cette région. Du côté de Vancouver, tu auras les inondations. Du côté des Rocheuses britanno-colombiennes, ce sera les fortes chutes de neige, les coupures d'électricité. Donc voilà, c'est pas pour te faire peur, mais voilà, c'est indispensable. Et le pire, c'est que même quand il n'y a pas d'intempéries, tu peux avoir des coupures d'électricité, parce qu'il y a toujours quelque chose de sensationnel qui se passe, comme un bus scolaire qui prend feu et qui enflamme sur son passage des lignes électriques. Euh, bon, je précise, hein, les enfants avaient pu descendre du bus avant. Toi, tu accompagnes un groupe en sortie scolaire dans un waterpark et, et d'un seul coup, il n'y a plus d'eau et les bassins deviennent noirs de boue. Et il faut évacuer voilà, tous les élèves du parc. Et donc les enfants qui arrivaient de ce bus, qui étaient dans ce bus, venaient au waterpark. Les pauvres, je ne sais pas s'ils ont réussi à rejoindre le lieu. Ou alors, dans la nuit, tu peux avoir une caravane. Donc là, il peut y avoir des caravanes géantes ici à 4 heures du matin qui tombent dans un fossé et puis qui emportent avec elles les lignes électriques. Et voilà, 5 heures, ça c'était la dernière fois, 5 heures sans électricité comme ça. Donc voilà, il n'y a pas que les intempéries, il faut être prêt en permanence. Pour terminer avec les dangers, il faudrait dire un mot quand même sur la couverture du réseau cellulaire. En cas d'urgence, si tu te trouves dans une zone sans couverture cellulaire, ton téléphone ne pourra pas se connecter à ton réseau de fournisseurs de services. Donc, même si tu composes le 911, l'appel ne pourra pas être acheminé parce qu'il n'y a pas de signal cellulaire pour le transporter. Alors, les personnes qui partent souvent en montagne seules, ils ont ce petit appareil avec eux, orange et noir, là, sur ton écran, le Spotix. Enfin, il y en a d'autres. Donc, c'est des appareils GPS ou de messagerie satellite qui offrent des fonctionnalités d'appel d'urgence donc dans les zones éloignées sans couverture cellulaire. Il y a aussi des appareils iPhone à partir du numéro 14 qui sont en mesure de communiquer avec les satellites. Aussi, c'est très fréquent de ne pas avoir de réseau ici en Colombie-Britannique, notamment quand tu voyages par la route. Tu passes voilà, au milieu d'écoles, il n'y a pas de réseau sur les routes. Donc voilà, quand on voit des personnes qui ont des difficultés, qui tombent en panne, voilà, faut se dire que si toi tu peux pas appeler, elles non plus, elles peuvent pas appeler. Donc voilà, c'est toujours peut-être bien de s'arrêter pour demander si la personne arrive à gérer son problème ou si elle a besoin d'aide. Les transports. En voilà un autre sujet incontournable à développer quand on change de province ou quand on vient habiter dans un nouveau pays. Alors qu'on soit clair, hein, si tu habites à l'extérieur du Grand Vancouver, la voiture te sera indispensable. Oui, on a dit que Vancouver était une des villes les plus vertes au monde, avec un réseau de déplacement doux très développé, mais c'est limité à Vancouver. Hein. Tu ne peux pas dupliquer ça à toute la Colombie-Britannique. Oui, je sais, tu t'imaginais traverser tout le pays de long en large en train à grande vitesse ou en train interrégionaux. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Hein. Alors les aéroports, il me semble important quand on arrive dans un nouveau pays de vivre proche d'un aéroport. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en Colombie-Britannique, ils sont assez nombreux. Sur le site Our Airport, que je t'invite à consulter, tu auras toute la liste et on te précisera si quels sont les aéroports internationaux et les aéroports régionaux.
le train et le fret. Donc en fait, voilà, le réseau ferroviaire est en grande partie utilisé pour le fret. Tu as un train touristique qui fait Vancouver-Calgary, mais bon, c'est un train touristique, et puis voilà, ça utilise les mêmes voies que le réseau du fret, et le fret est prioritaire. Enfin, c'est ingérable en fait de voir sa vie par la voie ferrée en Colombie-Britannique, sauf si tu habites dans le Lower Mainland. Et donc là, tu as une ligne qui s'appelle le West Coast Express, donc qui part de Mission, dans la Fraser Valley, et qui arrive à Vancouver. Et c'est vraiment un train pour les personnes qui travaillent. Donc les horaires, c'est du lundi au vendredi. Tu as un train qui part très tôt le matin, plusieurs horaires de départ le matin, et plusieurs horaires de retour le soir. Et c'est tout. Donc le week-end, tu peux pas en profiter, tu peux pas te dire, tiens, je vais faire un tour à Vancouver, il faut que tu prennes ta voiture. Ensuite, un petit mot aussi sur le SkyTrain de Vancouver. Donc pour ceux qui veulent rester sur Vancouver, ça me semble intéressant d'avoir cette information d'une nouvelle extension du SkyTrain, donc, mais qu'en 2029, c'est une extension de 16 km qui va partir de Langley, donc voilà, plus dans la vallée du Fraser, et qui permettra donc aux habitants de Langley de laisser leur voiture pour aller travailler sur Vancouver. Alors revenons sur l'autoroute numéro 1, donc qui va jusqu'à Vancouver, vallée du Fraser jusqu'à Vancouver. Donc je te disais en introduction, dans la partie Le Rêve de Vancouver, que c'est plutôt une autoroute campagnarde qui t'amène à Vancouver. Donc si tu as connu les 2 fois 6 voies de Toronto, je pense pas que ce soit exagéré de dire que l'autoroute de Vancouver soit campagnarde, avec ses 2 fois 2 voies. Et là aussi, en 2029, voilà, il y a de gros travaux qui sont en train d'être entrepris pour passer à 2 fois 3 voies. Les coûts de construction sont faramineux, mais apparemment ce projet est indispensable parce que l'autoroute est complètement saturée, tu peux rester des heures dans les bouchons. Une des solutions, c'est aussi de penser bien sûr au covoiturage, qui est plutôt bien développé dans la province. Le site que je peux te conseiller, c'est Poparide. Là, j'ai trouvé une carte qui met en lumière les trajets les plus populaires à l'échelle du Canada. Et il y a une voie spéciale pour les covoitureurs, ou en tout cas ceux qui sont plus de 2 dans leur voiture, sur l'autoroute de Vancouver. Donc c'est intéressant. Voilà rapidement pour la partie transport. Les services. Je t'ai fait une petite sélection, certes hétéroclite, mais qui moi me parle bien. Et on peut regarder quels sont les services offerts en français dans la province. Alors la Fédération des communautés francophones et acadiennes nous montre cette carte pour nous dire qu'il y a des communautés qui sont à l'œuvre, à pied d'œuvre, pour promouvoir la francophonie sur leur territoire. Et en 2018, IRCC, donc le gouvernement de l'immigration, a lancé un projet pour développer des communautés francophones au Canada en donnant des subventions aux communautés qui joueraient le jeu et qui souhaiteraient s'impliquer dans la vie francophone des nouveaux arrivants. L'objectif, c'est d'offrir des services en français aux nouveaux arrivants et de les aider à s'établir afin de réaliser leur nouveau projet de vie au Canada. Depuis 2018, c'est la ville de Prince George qui a été sélectionnée pour ce projet. Donc la ville un petit peu plus au nord que les autres, le petit point vert sur la carte. Et aussi très récemment, c'est la ville de Nanaimo sur l'île de Vancouver qui a remporté la sélection. Donc elles sont 2 en Colombie-Britannique, et les autres points bleus, ce sont des associations qui œuvrent pour la francophonie dans la province, et à mon sens, elles ne sont pas toutes référencées.
On poursuit avec la francophonie. J'ai déjà mis cette carte du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique dans la vidéo Apprendre en Colombie-Britannique, où toutes les écoles francophones et publiques sont référencées. Donc si pour toi c'est un critère déterminant, donc la première étape c'est de passer par cette carte et de voir voilà, si là où tu souhaites habiter, il y a une école francophone, en sachant aussi, je le rappelle, que le Conseil scolaire francophone offre une scolarité à distance, en ligne. Pour ceux qui souhaitent travailler en télétravail, je vous invite à consulter le site du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, avec sa carte de couverture Internet. Tu pourras rapidement savoir si la zone que tu convoites est bien desservie. Un autre type de carte du système d'information géographique ArcGIS et sa version online. Donc là, j'ai trouvé une carte du ministère de la Santé de la province qui référence tous les hôpitaux. Donc là aussi, c'est un élément à prendre en compte, à mon sens, pour pouvoir habiter dans une nouvelle communauté. Où se situe l'hôpital le plus proche et est-ce qu'il a un service d'urgence? Quand tu arrives et que tu es à la recherche d'un emploi, il y a l'organisme WorkBC qui pourra t'aider dans tes démarches de recherche d'emploi, de rédaction de CV, lettre de motivation. Et on voit qu'il y a une bonne répartition géographique. Je t'invite vivement à les contacter pour t'aider dans ta recherche d'emploi. Et nous terminons avec le meilleur pour clore cette seconde partie sur l'exploration des cartes en se plongeant dans l'univers du tourisme et des loisirs. J'ai sélectionné 3 cartes pour toi. La première, c'est celle des parcs provinciaux. Alors, ces parcs de la Colombie-Britannique sont gérés par l'agence BC Park, qui appartient au ministère de l'Environnement. Elle gère aussi les aires protégées, les aires de conservation, les aires de loisirs et les réserves écologiques. Sur cette carte en temps réel de BC Parks, tu peux voir les sites qui sont ouverts, fermés ou partiellement ouverts. Également, pour certains sites très populaires, il y a des passes à la journée qui sont requis. Ils sont gratuits, mais néanmoins indispensables si tu veux accéder au parking du départ des sentiers. On peut citer 4 parcs qui sont concernés. Le premier, c'est le Mont Seymour, donc une des 3 stations de ski de Vancouver. Et les 3 autres, c'est Joff Lakes, le parc Garibaldi et Golden Ears. Tu peux également, sur ce site, réserver une table de pique-nique à la journée. Et bien sûr, y camper si tu le souhaites. Seconde carte, les sites et sentiers récréatifs. Donc Recreation Sites and Trails BC, avec cette carte interactive où de la même façon, tu auras les sites ouverts, fermés ou semi-ouverts. Donc c'est encore une branche gérée par le ministère de l'Environnement qui offre 1350 sites et 800 sentiers de randonnée à travers toute la province. Parcourir ces sites et randonner sur ces sentiers, cela reste le moyen le plus sécuritaire de s'aventurer dans la nature de la Colombie-Britannique. Et ils sont autant appréciés par les habitants que les visiteurs. Je te conseille de te procurer une carte de type IGM, donc en anglais Topographic Map, notamment la marque Backroad Map Books, voilà, qui est peut-être le seul document qui te servira de référence pour parcourir les recreation sites and trails. Et on termine par le site du gouvernement IMAP-BC, que je t'invite à parcourir. Il faut s'y connaître un tout petit peu en système d'information géographique, mais c'est quand même accessible au grand public. Et là, je me suis amusée à te faire une carte avec toutes les stations de ski référencées.
On est d'accord, c'est indispensable de savoir quelle est la station de ski la plus proche de chez soi. There are mansions growing out of the ground. Days go by, get out and see the world. Days go by, get out and see the world with your own eyes. Troisième et dernière partie, le dessous des cartes. Le meilleur conseil qu'on peut donner à une personne qui souhaite vivre dans un autre pays ou une autre province, c'est de venir voir avant de s'y installer. Plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord, surtout quand on est engagé dans un processus d'immigration. On n'a pas forcément de temps pour venir passer un mois en famille en Colombie-Britannique. Néanmoins, ça reste le meilleur moyen de valider ou d'invalider tout ce qu'on a vu sur les cartes. Et on va voir maintenant comment éviter les mauvaises surprises. Commençons avec les médias. Du latin medium, dont il est le pluriel, il signifie moyen, milieu ou encore lien. Qu'est-ce qu'un média ? C'est un moyen permettant une diffusion large et collective d'informations ou d'opinions, quel qu'en soit le support. Et comme support, on trouve la radio, la télévision, la presse, les livres, la publicité, les réseaux sociaux, etc. Les médias sont un formidable outil pour découvrir cette province tant convoitée de la Colombie-Britannique. Et derrière notre ordinateur, nous alimentons tranquillement notre rêve canadien. Cependant, cette tendance aujourd'hui à accorder une primauté de l'image dans le domaine de la communication peut occulter une certaine réalité. Afin de garder la tête sur les épaules, il faut se dire que l'image n'est qu'une représentation et ne peut en aucun cas se substituer à la réalité. Je te conseille de te dégager de tout émotionnel face à des images un petit peu trop fascinantes comme celles prises par drone. Donc tu as un exemple sous tes yeux en ce moment. J'en ai également utilisé une dans la partie Le Rêve de Vancouver avec une vue aérienne de la ville. Mais je vais te poser cette question, est-ce que toi tu vis dans un drone ? Non, pas encore. Donc ton quotidien, ce ne sera pas ce genre d'image. Et il faut faire attention notamment aux villes qui sont présentées par drone en Colombie-Britannique, où tu vas avoir des paysages montagneux sublimes qui embrassent la ville. Mais toi, en fait, ton quotidien, ce sera de vivre dans un trou et les montagnes, tu ne les verras quasiment pas. Il faudra faire peut-être 6-7 heures de marche pour accéder aux paysages qu'on t'a vendus par le média. Et ce qui est encore plus dangereux, je pense, pour nos petits cerveaux, ce sont les images générées par l'intelligence artificielle, donc qui sont nombreuses à circuler sur les réseaux sociaux. Donc tu vas pouvoir voir des paysages absolument mais monstrueux. Et en fait, ce n'est là vraiment en aucun cas la réalité. Elles sont complètement trafiquées. Donc voilà, sois alerte là-dessus. On vient de voir qu'on peut nous vendre du rêve par l'image, mais on peut aussi nous vendre du cauchemar, notamment par la vidéo et les articles de presse. En ce moment, il y a de nombreux contenus qui circulent disant que la vie au Canada est devenue impossible, que les immigrants rentrent chez eux massivement, que le Canada, ce n'est plus ce que c'était, etc. Donc on sait qu'il y a des problèmes. Si tu suis toutes les vidéos de cette chaîne, j'en parle de nombreuses fois. Tu vas t'apercevoir qu'il y a les mêmes vidéos pour l'Australie, par exemple. Donc c'est vraiment des contenus pour te faire peur et de te faire croire que la généralité est l'issue, en fait, alors qu'on est tous différents. Et si tu suis l'intuition de tes 20 ans, si tu penses vraiment que tu as quelque chose à faire ici, que tu es en train de travailler ton projet d'immigration, ne te fais pas influencer par toutes ces vidéos, parce que le but, c'est que tu cliques dessus,
avec des titres alarmistes. Et donc toi, tu tombes dans le panneau. Et c'est simplement pour faire de la vue sur YouTube. Donc sois juste objectif, continue de travailler, parce que le travail payera toujours. Il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas d'échec, mais une succession d'expériences. L'échec, c'est le domaine de l'ego. Et essayons de casser cet ego. Criminalité, un autre sujet indispensable à prendre en compte pour éviter le choc culturel. Et pourquoi il est nécessaire d'en parler en Colombie-Britannique? Car 5 communautés de plus de 100 000 habitants sont dans le palmarès des 10 premières communautés en matière de criminalité en 2023, établies par Statistique Canada. Tu les as en rouge sur ton écran: Kamloops, Chilliwack, Nanaimo, Kelowna, Abbotsford Mission. Oui, c'est un classement national, à l'échelle de tout le pays. Donc ça pique un peu, je suis d'accord. Qu'est-ce que Statistique Canada entend par crime? Il y a les homicides, les meurtres, les assauts, les vols, le kidnapping, les extorsions, mais aussi le harcèlement et les menaces. Oui, au Canada, en Colombie-Britannique, le harcèlement et la menace est considéré comme un crime. Garde bien ça en tête. Également est comptabilisé les crimes sur les propriétés. N'est pas inclus dans ce palmarès les violations concernant les lois sur la drogue et aussi les infractions au code de la route. Je rappelle que c'est uniquement les villes de plus de 100 000 habitants qui sont référencées dans cette enquête, à l'échelle de tout le Canada. Dans ces mêmes villes, tu trouveras de nombreuses personnes en situation d'itinérance, mais si tu as bien suivi la vidéo Vivre et survivre en Colombie-Britannique, ces personnes sont massivement impactées par la pauvreté, et ce ne sont pas forcément ces personnes qui commettent des crimes. Voilà, faut pas tout mélanger, hein. En fait, c'est une atmosphère généralisée, mais il faut bien différencier voilà, qui fait quoi et pourquoi. Alors on peut se poser la question, est-ce que cette criminalité, elle est vraiment visible pour un habitant lambda dans ces villes? Je dirais oui et non, ça dépend où tu habites dans ces villes qui sont souvent très étalées. En fait, c'est plutôt des petites villes rassemblées dans une grande communauté. Donc ce sera visible si tu habites proche du centre-ville, mais dès que tu es à l'extérieur, ça peut passer complètement inaperçu dans ton quotidien. Si tu n'es pas au courant de tout ça et que tu viens habiter dans un quartier, on va dire, chaud, en tant que nouvel arrivant, tu vas pas tenir longtemps et tu vas devoir repartir très vite. Tu peux te faire réveiller la nuit par des gyrophares de police. Voilà, tu ouvres tes volets, tu vois qu'il y a 10 voitures de police qui sont garées devant chez toi et ils sont à la recherche d'une personne qui se cache dans le jardin du voisin. Ça dure plusieurs heures et c'est vraiment très désagréable. Quand tu dois enjamber des gens qui jonchent les trottoirs pour aller faire quelques courses, c'est très désagréable. Et la seule chose que tu peux faire, c'est de donner à manger à ces personnes voilà, qui souffrent beaucoup et qui sont dans la rue. Les odeurs. En voilà un sujet farfelu. Mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous sortir là-dessus? Il faudrait que l'intelligence artificielle nous génère des cartes olfactives. Comme ça, on gagnerait du temps. Le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est lorsque tu convoites une ville en Colombie-Britannique, fais une petite recherche Google Actualité pour voir s'il y a eu des problèmes avec des odeurs dans la ville un jour, ou s'il y en a encore. S'il y en a encore, fuis. Fuis aussi loin que tu peux, mais fuis. On peut partager ici 2 retours d'expérience avec des problèmes d'odeur. La première, c'est une personne francophone qui vit à Prince George depuis de nombreuses années et voilà, qui exprimait un petit peu sa colère face à des odeurs émises par une usine de papier qui apparemment, voilà, c'est très désagréable. Je ne sais pas ce que c'est l'odeur du papier, mais c'est insupportable. Apparemment, ce n'est pas quotidien, c'est certaines périodes dans l'année.
Donc voilà, à étudier. La deuxième ville, ce serait Abbotsford. Donc là, la liste, elle n'est pas du tout exhaustive, hein, c'est juste des retours d'expérience. Abbotsford, c'est une ville vraiment magnifique qui est dominée par le mont Baker aux États-Unis, qui est un volcan enneigé toute l'année. C'est vraiment un paysage de carte postale. Mais malheureusement, cette ville de plus de 100 000 habitants est sous l'emprise d'une odeur de putréfaction quasi quotidienne. Et après avoir mené une longue enquête, il s'avère que c'est une usine de fabrication de nourriture pour animaux, de croquettes de chats, qui pollue toute cette ville. Mais tu sais quoi? Le plus extraordinaire, ce que c'est de voir tous ces habitants dans cette ville qui se déplacent dans la rue comme si de rien n'était, alors que toi, t'es à deux doigts de vomir tes tripes parce que tu supportes pas cette odeur. Et quand tu leur demandes, mais c'est quoi cette odeur? Donc, au début de ton enquête. Alors, on essaye de te mettre sur des fausses pistes. Oh, c'est peut-être une odeur de fumier, là, dans les prés, là-bas derrière, il y a des agriculteurs. Non, c'est pas une odeur de fumier. Bon, c'est quand même courant, une odeur de fumier. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu demandes à une autre personne, un autre jour, à une personne voilà, qui a l'air expérimentée sur un marché, etc. C'est quoi cette odeur? Ah, je sais pas, moi j'ai pas d'odorat. Ah ouais? Mais c'était quoi votre métier? Ah, j'étais instituteur. Ah bon? Alors toi, tu pensais qu'il était souffleur de verre ou qu'il a été, je sais pas moi, ravagé par une épidémie? Parce que comment on peut perdre l'odorat comme ça en étant juste instituteur? Donc là, en fait, moi j'ai vu deux choses. Soit je vivais dans un hologramme olfactif, ou soit j'étais face à des gens dans un déni hyper profond. Et sincèrement, je penche pour l'hologramme olfactif, parce que même quand tu regardes les enfants dans cette ville, ils ne font aucune grimace. Et normalement, un enfant, ça trompe pas. Il peut pas se contrôler. Un adulte, je peux le comprendre. Mais l'enfant, c'est comme s'il avait une respiration hyper naturelle. Donc je préfère croire à l'hologramme olfactif qu'au déni du britanno-colombien. Après les odeurs, parlons des bruits. Tel un aiguilleur de train, je te conseille d'étudier avec grande précision le passage de la voie ferroviaire lorsque tu choisiras ton futur lieu d'habitation. Ben quoi, c'est mignon le train? Oui, le petit train comme ça, c'est mignon. Petit train part en voyage, apportez tous vos bagages. Mais je parle. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Difficile, hein? Très difficile. C'est pénible, hein? Très pénible. Je repasse là, c'est beaucoup plus tranquille. Le problème du train en Colombie-Britannique, c'est qu'il klaxonne la nuit de façon intense et longue, environ toutes les 2 heures. Donc c'est pour éviter les dangers, notamment au niveau des crossings, des passages à niveau. Mais il y a aussi beaucoup d'habitations à ce niveau-là. Et je me suis demandé s'il y avait que moi, un petit peu comme les odeurs, qui avaient un problème avec le bruit du train. Et en fait, quand tu regardes un peu les articles de presse, il y a beaucoup de gens qui portent plainte contre le train parce que c'est vraiment infernal. Et des gens perdent le sommeil, tombent en dépression car ils ne peuvent plus dormir. Donc là, encore une fois, les voies ferrées, c'est à fuir. Alors on va où, maintenant que l'on sait tout ce qu'on sait? Eh bien, on va là où les compromis nous emmènent. Je ne suis personne, on est d'accord, pour te dire où tu dois habiter en Colombie-Britannique. Tu as compris que cette présentation était là pour t'apporter des outils pour que tu puisses faire
tes propres choix de façon le plus éclairée possible, en sachant qu'il n'y a que l'expérience sur le terrain qui peut te révéler la seule et unique vérité qui sera ta vérité. Je t'ai concocté cette petite carte qui bien sûr n'engage que moi. J'ai fait une sélection de quelques communautés que j'ai divisées en 3 catégories. La première, les choix audacieux en rose saumon. La seconde, les choix aventureux en vert pomme. Et la troisième, les choix héroïques en bleu ciel. Tu as vu, j'ai juste mis la partie sud de la province. J'ai mis de côté le nord parce que je considère qu'il est fait trop froid et que même les personnes qui m'écoutent, qui sont au Québec, je ne pense pas qu'ils souhaitent vivre dans le nord de la province parce que justement les gens cherchent un petit peu plus de chaleur. Donc voilà, je me limite à cette partie de la province. Avec tout ce que tu sais maintenant, je te laisse à ton étude. Moi, j'en ai fini avec cette présentation. Si tu souhaites en savoir plus sur ces villes sélectionnées, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou dans le groupe Facebook S'immerger en Colombie-Britannique Canada, que je t'invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Je te quitte avec mes dernières prises de vue de Vancouver. On ne se lasse pas de ces couchers de soleil. Ce que tu vois sur ton écran, ce n'est pas le soleil directement, c'est les reflets du soleil dans les tours de verre. Je te remercie pour ton écoute active et je te dis peut-être à bientôt pour un prochain contenu. Je te souhaite une très belle continuation. Prends bien soin de toi.